table ronde. Voilà, donc on a 4 intervenants aujourd'hui pour cette deuxième table ronde d'environ 1 heure. On va commencer par une introduction de Delphine Damarzita sur justement les différents enseignements à la lumière de ce qui s'est dit dans la table ronde numéro 2 et de ce que chez Euronext on peut voir se passer. Donc je vous cède la parole, Delphine. Merci beaucoup. Alors j'ai la chance de faire cette introduction. Je vais promettre de ne pas être longue pour pouvoir participer au débat après. Et puis après on verra si j'y arrive. C'est toujours intéressant quand on a préparé, on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour parler de 2023. Les premiers parlent que de 2022, les seconds parlent de 2023. Forcément, on va nous revenir un petit peu sur le passé, essayer de se focaliser surtout sur l'avenir. Je reviens 1 minute sur 2022. Moi, ce qui m'a frappé, c'est c'est un peu comme si le début de 2022 avait vécu sur l'ère de 2021, avec des chiffres macro qu'on s'est présentés les uns les autres, à la fois de niveau et ensuite le tableau de bord que nous a présenté tout à l'heure Agnès. En réalité, le début de 2022 est beaucoup sur l'ère de ce qui a été prévu, préprogrammé en 2021. Et à partir de la mi-2022, une fois l'effet de la crise ukrainienne engrangé, on rentre dans un trou d'air qui se poursuit en 2023. Donc je ne sais pas si cette séparation 2022-2023, qu'on peut voir avec des statistiques annuelles, est vraiment représentative. Et pour nous, la question, c'est quand est-ce qu'on sort de cette phase un petit peu sans vrai dynamisme et sans réouverture du marché. Je vais essayer de vous donner quelques clés de compréhension, moins chiffrées que sans doute qualitatives. Les chiffres, vous les avez vus. Clairement, on a eu moins d'IPO en 2022 qu'en 2021, qui était une année élevée, notamment en France, parce qu'aux États-Unis, c'était beaucoup stimulé par l'effet des SPAC, qui sont des levées dont on voit bien qu'elles derrière donnent lieu à des rédemptions. Donc, quand je compare les chiffres des marchés boursiers et ceux du capital investissement, j'ai encore un peu torturé Agnès là-dessus tout à l'heure. Je dis attention, nous on est vraiment en net, on regarde les augmentations de capital, on regarde ce qui arrive en flux net dans les entreprises. Le capital investissement, souvent on additionne des flux de rotation entre fonds. Donc c'est sympathique, mais ça ne finance pas l'entreprise complètement. Là, on est en net. Alors, à modulo les SPAC, si l'argent est rendu aux investisseurs, ça n'a été qu'un épisode pratiquement bancaire en réalité, puisqu'on a placé de l'argent qui n'était pas à taux négatif à ce moment-là, et on le rend. Donc, il y a quand même un phénomène qui a inflaté beaucoup le nombre et le montant des levées de fonds. Et vous savez qu'à Paris, on a eu quelques SPAC. Je pense que notre taux d'investissement sera au total pas si ridicule, mais beaucoup moins qu'ailleurs. Donc nos chiffres étaient entre guillemets peut-être plus sains et plus représentatifs. En 2022, il y a eu une forte décrue, même sur les... on a continué d'avoir un marché secondaire, donc de levée pour les entreprises déjà cotées qui s'est bien tenu. En 2023, pour être honnête, on n'a pas démarré notre année encore à Paris. On a fait 2 micro-IPO, micro-cap. Le marché s'est rouvert sur une opération en Allemagne, en Italie, qui n'ont pas été considérées comme pour des raisons différentes de chaque côté, comme totalement convaincantes pour engranger des gens qui auraient été l'arme au pied qui seraient déclenchés. On va avoir Matica, pardon, je dis toujours Mécanica, mais c'est pas ça, l'Automatica qui s'annonce. On a des signaux de réouverture un peu sur le marché secondaire avec quelques opérations. On a eu l'opération de Neoen qui a levé quand même 750 millions d'euros, avec une situation un peu à part des clean tech, qui sont vraiment la thématique qui résiste et qui se place bien. Renault, alors sur les opérations plus significatives, Renault a annoncé, on a une thématique, et peut-être que François en reparlera, de type spin-up où les entreprises réfléchissent à leur stratégie, leur positionnement, comment elles refinancent. C'est assez intéressant ça. Comment est-ce qu'elles refinancent une partie de leur activité en développement? Et donc, typiquement, la question, c'est compte tenu des conditions de marché dont on a parlé, du renchérissement du coût de la dette, est-ce que le financement des opérations de développement n'a pas vocation à être mieux financé par la bourse d'un objet identifié que dilué en général dans le financement plutôt bancaire, on va dire, de l'entreprise, de la large cap qui additionne différentes thématiques internes. Donc, on voit ce genre de réflexions, qui sont des choses qui travaillent périodiquement la cote. Avec les flux et reflux des holdings, en fait, enfin, de la logique de holding, et qui sont intéressantes. Alors, évidemment, l'an dernier, l'opération Porsche a été fortement observée. Et cette année, on a plusieurs projets de ce type-là dans certains cartons
qui est comment est-ce que je dégage des capacités de financement de l'activité qui va prendre le relais. Donc, par exemple, les véhicules électriques pour Renault, et il y avait d'autres problématiques de ce type. Alors, parfois, c'est des solutions de développement, parfois, c'est des solutions de gestion, de restructuration. Il y a un exemple qui était très intéressant l'an dernier, qui était EuroAPI aussi, dans laquelle, qui est un spin-off de Sanofi, où ils ont fédéré une activité qui, pour eux n'était pas stratégique dans la durée, mais qui était surtout diluée un peu partout dans leur activité, et qu'ils ont pu reconstituer, créer une entreprise qui maintenant vit sa vie en bourse, hein, qui continue d'avoir sur laquelle ils continuent d'avoir une présence importante. Alors je reviens, pardon, à mes moutons, et la promesse d'être courte est déjà passée. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation où le marché ne s'est pas rouvert encore? Florence nous a donné quelques clés. Parce que sur le papier, donc d'une part, tout à l'heure, Denis Baud nous a dit on appelle de nos voeux une économie de fonds propres. Et sur le papier, on a une situation idéale pour ça, puisque le marché de la dette s'est renchéri, donc les fonds propres sont nécessaires plus que jamais. Et il y a toute une place pour les marchés de capitaux, notamment, on peut se dire que c'est aussi des investissements qui protègent dans la durée de l'inflation. Deuxièmement, les indices sont au plus haut. Le CAC 40 a effacé ses pertes et bat quelques records. Il a augmenté de plus de 13% depuis le début de l'année. Donc on pourrait se dire finalement les valos boursières sont revenus à un niveau attractif, hein, pendant qu'il y a des interrogations sur les valorisations dans le capital investissement. Tout à l'heure, Bruno Bessin nous a dit qu'il n'y avait pas de décrue. Il y a quand même une décrue assez nette et levée de fonds, des levées par les fonds du capital investissement, qui ont été divisés par 2 pour l'early stage et par 40% pour le late and growth qui a collecté en 2022 1,2 milliard contre 2,6 milliards l'année précédente. Donc il y a toujours un décalage entre ce que les fonds arrivent à lever auprès des investisseurs finaux et ensuite le cycle d'investissement dans les entreprises. Donc les fonds ont encore de l'argent à investir, en revanche ils sont un peu stressés du fait de ne pas réussir complètement à lever cet argent. Alors pourquoi est-ce que côté boursier on n'a pas de redémarrer et pourquoi quels sont les déclenchements qui vont le permettre? Il y a eu une forte rotation et un flight to quality qui nous a été décrit tout à l'heure, et donc les indices sont tirés par les valeurs du luxe, par les valeurs de l'oil and gas, par les valeurs de la défense, et après une revalorisation assez rapide, comme toujours sur les marchés boursiers qui sont en avance de phase sur les rotations et les revalorisations, des données de la tech. Donc les entreprises qui auraient vocation à venir en bourse font face à des valeurs boursières qui se sont réajustées. Ensuite, il faut savoir qui a raison, qui a tort, c'est pas à moi d'en juger, surtout pas Euronext, mais toujours est-il que le réajustement a été assez fort et assez rapide, quand ce phénomène ne s'est pas produit encore du côté des valorisations des fonds de private equity. Donc, voilà, on peut défendre qui réagit trop fort et qui réagit pas assez vite, mais ce qui est clair, c'est que tant qu'il y a un décalage de ce type-là, il va y avoir un temps de réalisation. Pour autant, je pense qu'on y reviendra, il est clair qu'au moment où le private equity doit relever des fonds auprès des investisseurs, parce que c'est quelque chose sur lequel il y a des cycles, mais enfin il ne faut jamais trop tarder, ils ont un besoin de promesses de sortie. C'était intéressant ce que disait Agnès tout à l'heure en montrant qu'il y a bien des sorties. L'entrée en bourse permet bien de faire des exits. Alors tout dépend si on parle des fonds qui sont là à l'IPO depuis quand par rapport aux fonds qui étaient au début. Mais clairement, dans cette situation d'overhang, de valorisation côté private equity, de manière de le gérer un petit peu dans la durée, sur des opérations mixtes, pourquoi on voit de la dette, etc. Pourquoi est-ce que potentiellement les valorisations sont parfois un peu mélangées entre la valorisation sans droit particulier et celle avec des droits spécifiques. Quelques opérations de M&A qui permettent aussi d'ajuster les valorisations parfois. Pour toutes ces raisons, on a une phase d'attente, et comme ça a été dit aussi, les entreprises, en tout cas une partie d'entre elles, étaient financées. Donc elles ont le choix, le luxe de pouvoir attendre. Ce qu'il y a, c'est qu'on sait très bien qu'il ne faut jamais trop attendre parce que ça se prépare et ça prend quand même du temps. Donc ça, c'est une des raisons. Une des raisons aussi, c'est effectivement la sous-performance du segment de cote small et mid cap, et corrélativement, parce que même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, le phénomène de levée de fonds est quand même très influencé par ça. Comme les indices, les small et mid cap se sont moins bien comportés que le CAC 40 et les autres indices blue chips, on a un phénomène de décollecte
sur les fonds small and mid cap. On a par exemple sur les fonds Action France qui représentent des actifs sous gestion de près de 23 milliards d'euros. On note une décollecte depuis décembre 2022. Ils sont probablement en train de s'inverser maintenant. Tandis que sur les fonds Action Mid et Small Cap, qui représentent eux un peu moins de 6 milliards d'euros, on est en décollecte sur toute l'année 2022. Donc ça fait un certain temps qu'il n'y a plus vraiment de vent dans les voiles au niveau de la collecte des fonds. Tout ça, évidemment, a un impact sur la capacité à animer la cote. Et on a vu, toujours dans ce phénomène un peu flight to quality, la rotation du marché secondaire, pour le coup, au sens achat-vente, sans levée de fonds, le compartiment B et C de Euronext et Euronext Growth, tout ensemble, au premier trimestre 2022, donc jusqu'à la crise en Ukraine, représentait à peu près 19% des échanges des flux sur le marché secondaire. Au T2 2023, c'est seulement 14%. Et ça fait, évidemment, comme les échanges sont très importants, on voit qu'il y a un petit peu une attrition de liquidité sur ces valeurs. Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire parce que les fondamentaux sont toujours là. Je vais peut-être en rester là parce qu'on passera à qu'est-ce qu'il faut faire dans la deuxième phase. Mais les fondamentaux sont toujours là. Le marché, on a besoin d'une économie de fonds propres. Il y a stratégiquement, de toute façon, il y aura une réorientation vers les fonds propres et donc les marchés de capitaux. D'une part, donc les entreprises vont avoir besoin d'avoir des fonds propres, premièrement, et deuxièmement, où est-ce qu'elles vont les trouver? Certes, dans le capital investissement de manière continue, et c'est très bien qu'ils grossissent, mais le capital investissement lui-même a besoin d'exit en bourse. Et nous, on a besoin tous collectivement de créer des IPO qui se passent bien, et donc qui soient suffisamment attendus, préparés et animés par une base d'investisseurs motivés et assez profonde, et puis de démontrer la capacité à sortir, même si on sait qu'il faut la faire, il faut la gérer dans la durée, et que le jour où on sortira, où on pourra démontrer une IPO qui soit à la fois primaire et secondaire, c'est-à-dire, désolé, on emploie les mêmes termes de primaire et secondaire absolument à toutes les sauces, et il faut à chaque fois avoir une petite note de bas de page pour savoir de quoi on parle, mais là je veux dire une IPO qui lève des capitaux nets, tout en ayant permis à des acteurs de sortir. Donc ça, je pense qu'on pourra réserver un petit temps de la discussion à quels sont les facteurs de réforme et de succès. Merci beaucoup pour cette introduction très complète. Je vais tout de suite donc passer la parole à François Watt. On a parlé d'un marché fermé, on a parlé de blocage. Comment vous voyez les choses pendant le call de préparation? Là-dessus, vous avez beaucoup de choses à dire et on attend votre point de vue avec impatience. Bonjour à tous. Je crois que la question elle est assez complexe parce qu'elle arrive à un moment où on a connu la fin d'un cycle, puisqu'on a connu jusqu'à il y a 2 ans en fait un cycle de taux d'intérêt nul à négatif qui a largement porté les marchés financiers, notamment les marchés equity. Et donc on est dans un changement de paradigme complet. Donc aujourd'hui, si vous voulez, je pense qu'il faut effectivement analyser un peu le comportement des actions dans ces différents comportements, dans ces différents compartiments, pour essayer de dessiner une tendance. Alors, il n'y a pas fondamentalement une anomalie entre la performance du CAC 40 et la fermeture, pour l'instant, ou la faiblesse du marché des IPO. Je pense que ce qui explique la performance du CAC 40, c'est qu'on a beaucoup de sociétés, surtout de grandes sociétés, qui ont démontré que même avec la guerre en Ukraine, même avec l'inflation, même avec les hausses des taux d'intérêt, elles ont su résister, mieux que résister, sortir des résultats de très grande qualité. Donc en fait, si vous voulez, il y a eu une période où le marché était plus dubitatif sur les valorisations élevées, sur les L'Oréal, les LVMH et autres, parce qu'en période de hausse de taux, on préfère se prémunir contre les valorisations élevées. Et finalement, le marché est revenu assez vite sur ses fondamentaux. C'est-à-dire que les sociétés les vraies sociétés de croissance qui sont capables de résister à un environnement aussi compliqué que celui dans lequel on vit aujourd'hui, mécaniquement, en fait, méritent en fait des valorisations plus élevées. Et donc je pense que cette tendance-là, d'une sélectivité des investisseurs entre ce qui vraiment délivre de la croissance et ce qui n'en délivre pas, est réelle, et que les valeurs françaises, notamment les large caps, en fait, ont largement démontré leur capacité à performer dans cet environnement. Sur le marché privé et sur le marché public, et notamment la question des IPO, se pose une grosse question, puisque en fait, on sort d'un crack. Donc, je pense qu'il faut être très clair. On a connu en fait
après la dernière bulle, qui a été la bulle des SPAC aux États-Unis, qui s'est éteinte avant même qu'on ait tenté de l'ouvrir ici, on a connu le dernier afflux massif en fait, dans les marchés de la tech, et ces capitaux ont été rendus maintenant là, pour l'essentiel à leurs investisseurs. Et donc ça a été la fin de la bulle tech qui a contribué à écraser en fait, les valorisations. Et si on regarde un peu d'histoire boursière, après un crack, le redémarrage ne se fait jamais sur les secteurs qui ont performé dans le précédent marché. Et on a connu ça en 2000, on a connu après 2000, on a connu ça après 2008. Ce qui va performer dans le marché de demain, c'est pas ce qui a performé dans le marché d'hier. Et donc il y a une vraie question de la part des investisseurs sur les thématiques porteuses dans ce nouvel environnement. Et on comprend bien que ce qui avait porté le marché dans un environnement de taux négatifs où l'argent coulait à flot, c'était des sociétés avec des taux de croissance de revenus très élevés, mais très subventionnés par des pertes, ou par ce qu'on appelle des cash burns, donc des consommations de cash élevées. Aujourd'hui, c'est terminé. Donc, c'est-à-dire qu'on a une question sur quel va être le pipeline, quelles vont être les sociétés qui vont fonctionner dans un marché d'IPO tel que dans lequel on est aujourd'hui, dans lequel les taux d'intérêt sont maintenant en hausse. L'inflation est une donnée relativement constante, même si elle va avoir tendance à se ralentir, et où le risque et donc la volatilité géopolitique est très élevée. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va fonctionner ? Et je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs, avec raison, se posent des questions sur cette sélectivité. Et donc, on doit redéfinir quels sont les fondamentaux du marché dans lequel, enfin, même pas du marché, mais de la macroéconomie dans laquelle on est aujourd'hui, pour choisir effectivement les bonnes sociétés. Et là, on est un peu au milieu du gué, c'est-à-dire on parle beaucoup, on en fait beaucoup sur nos licornes, mais est-ce que la licorne d'hier et la licorne de demain, c'est pas forcément sûr. Et donc cette question de transition économique dans laquelle on est aujourd'hui, cette transition de cycle, implique des transitions de portefeuille, et donc les investisseurs qui vont investir dans ces IPO vont chercher des preuves que les sociétés que l'on met sur le marché aujourd'hui sont des sociétés qui vont performer dans un environnement beaucoup plus compliqué. Et donc c'est une nouvelle définition de la performance, de ce qu'on appelle l'alpha en bourse, hein, c'est-à-dire de qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans mon portefeuille qui va surperformer, ou en tout cas qui va me permettre de me dérisquer par rapport au crack précédent. Merci. Donc, back to Earth sur les valorisations. New Earth. Donc, sur Cécile, on s'est beaucoup interrogé sur la manière dont le marché de la dette privée va évoluer, les différents signaux forts ou faibles qu'on peut voir dans le sillage de ce que vient de dire François. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Bonjour à tous. Cécile je suis ici pour représenter l'activité dette privée de Tikehau Capital, en 2 mots sans faire de publicité, mais juste pour situer et comprendre un peu le mode de fonctionnement. Donc Tikehau, c'est un acteur alors d'ailleurs coté en bourse de l'asset management diversifié en Europe et qui a plusieurs expertises, mais donc les marchés de capitaux, des fonds dits high yield, une partie real estate et infrastructure, une partie private equity dans la lignée de ce qui a été commenté tout à l'heure avec des thématiques associées à des grands corporates, Total, pour la partie aérospace avec Airbus, Thales, Safran, Dassault par exemple, donc pour un peu illustrer le fait qu'il peut y avoir des sortes d'alliances assez fructueuse pour faire converger les sources de capitaux. Et enfin, la partie dans laquelle je suis impliquée, qui est donc la dette privée. En 2 mots, l'ordre de grandeur, c'est 15 milliards d'actifs sous gestion. Et pour situer, en fait, donc, c'est vrai qu'on vient un peu comme une sorte en particulier dans le lieu aujourd'hui, un peu à contre-courant, puisqu'on n'a rien tellement à voir avec tous les marchés dits de capitaux, les marchés cotés, les marchés qui permettent d'avoir beaucoup de statistiques, de data, parce que c'est justement public. Donc là, c'est développé en fait, en particulier depuis ce qu'on appelle la GFC, la grande crise des années 2007-2008, des formes qui étaient alors désolé d'étrangler, mais un peu shadow banking, qui était sous un peu le radar, etc., et qui sont devenus aujourd'hui, au contraire,
très visibles et qui ont pris beaucoup d'ampleur et qui sont en fait, pour donc répondre plus à votre question, un mouvement de fond, une tendance séculaire qui est en train de vraiment s'inscrire dans la durée et qui consiste à avoir donc des sources de capitaux, un peu à l'image de ce a expliqué Bruno pour KT Capital pour la partie equity. Il y a maintenant le pendant, la même chose qui a été développée pour la partie dette avec des grands institutionnels, des compagnies d'assurance, des fonds de pension qui ont confié à des asset managers, des spécialistes du crédit, de la dette, etc., des fonds pour ensuite, après, les faire en sorte qu'on soit un peu le traducteur et qu'on accompagne des entreprises dans leurs projets de développement et notamment dans leurs projets de transmission. Alors quand j'entends toutes les données qui disent qu'il y a effectivement des fluctuations, que le marché 22 a été très en baisse, etc., juste ici je prends une sorte de deuxième petite casquette qui est que je chapeaute la commission dette privée de France Invest, qui a été donc lancée depuis une petite moins d'une dizaine d'années, mais qui également met en lumière le fait que aujourd'hui c'est un marché qui s'est beaucoup structuré, qui est plus, comme je le disais, un peu sous le radar, mais qui devient très visible et qui de quelque chose qui était surtout destiné à des opérations dites un peu teintées, qui étaient compliquées, qui étaient pour vous faire une définition négative, qui était toute la poubelle de ce que les banques ne voulaient pas financer. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte de forme tout à fait établie et qui est soit en partenariat avec les banques ou en concurrence avec les banques dans ces différentes formes et transactions. Et donc, juste pour illustrer que depuis qu'on suit ces statistiques qui sont faites en collaboration avec Deloitte, les courbes ne font que augmenter en fait, hein, c'est un mouvement de fond et donc il n'y a pas encore toutes ces sortes de petits blips, etc. Et donc l'année dernière, juste pour illustrer sur la partie hors infrastructure, puisqu'on l'a éliminé tout à l'heure également, il y a eu 18 milliards d'investis. Donc c'est des marchés qui, en France uniquement, qui sont assez considérables. Juste pour situer dans le monde, aujourd'hui, on n'arrive pas encore à bien capter toutes les statistiques, mais on parle d'un marché de autour de 1,2 trilliard avec une perspective d'atteindre 2,6 trilliards de dollars en 2027. Et donc la France reste un tout petit, bien sûr, petite goutte hein, dans tous ces financements qui sont très développés aux États-Unis. Mais pour dire que ça ne fait que augmenter et les levées de fonds également ont été assez porteuses. L'année dernière, on a des sommes qui sont autour de 12 milliards et avec un peu cet écueil. Et donc là, pour, sans aller un peu à contre-courant des statistiques que vous avez données tout à l'heure, c'est plus qu'il y a des sortes d'à-coups parce que c'est selon les levées de fonds. Et donc là, ce qu'on a comme tendance de fond, c'est aussi au fur et à mesure que ces véhicules de dette privée sont de plus en plus importants et on a des acteurs qui peuvent avoir des véhicules qui peuvent aller jusqu'à 10-15 milliards par millésime et qui permettent de faire des opérations. Donc on dit qu'on couvre un spectre très large, mais qui vont entre des financements dits très small cap, hein, qui peuvent être de quelques millions, et même il y a le crowdfunding hein, qui démarre à ce niveau-là et qui peut être une forme de dette privée et qui va être quelques centaines de milliers d'euros, jusqu'à des unitranches dernièrement. Il y a eu un record aux États-Unis finalement d'une opération qui n'aura pas lieu, mais qui était de 5,5 milliards pour accompagner un fonds américain. Mais on a en Europe souvent des opérations qui peuvent aller jusqu'à 1 milliard. Donc il y a une volumétrie qui s'est installée, qui est très importante et qui permet en fait de venir combler en quelque sorte ce gap qui a été laissé pour partie par les banques et par les marchés dits de capitaux, du marché obligataire. Et donc, il y a en fait toujours, enfin nous on a tendance à dire que tout bon projet trouve toujours son financement. Oui, il y a des marchés qui, parfois, des fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment. Et précisément, l'année dernière, quand le marché du high yield a été complètement fermé, le marché, voilà, dans le cadre un peu de ce qu'on voit avec les autres parties de la Société Générale, les marchés dits de large cap, de syndication qui fonctionnent avec des modes de fonctionnement un peu plus techniques avec tout ce qu'on appelle les acteurs du CLO, etc., qui peuvent être effectivement ouverts, fermés.
de façon un peu transversale, les fonds de dette sont toujours là, au rendez-vous, pour accompagner les bons projets. Merci, passionnant. Philippe, alors on a bien décrit une situation ici, on a pris un peu de hauteur, etc. Le régulateur, comment voit-il les choses? Quel type de consultation, quelle réflexion il peut y avoir? Qu'est-ce que vous voyez au niveau réglementaire, justement en ligne avec ces différents blocages ou pistes qui ont été décrites précédemment? J'adorerais être régulateur, mais je ne suis qu'avocat. En revanche, peut-être juste un mot sur notre cabinet. Donc, White & Case est un cabinet d'origine américaine qui est à Paris depuis maintenant de nombreuses années, 1926, avec lequel le département que je représente est spécialisé en marché de capitaux. Donc, nous sommes environ 25 avocats, et sans faire de publicité, on couvre en fait la totalité de la gamme des produits de marché de capitaux, de l'equity pur au convertible, à la dette, principalement obligataire, et puis tous les autres produits qu'on peut imaginer pour financer les entreprises. Donc on essaie d'avoir une vision la plus globale possible pour accompagner nos clients corporate. J'adorerais vous dire que le droit va tout bouleverser. Dans le domaine du marché de capitaux, c'est pas le cas. Je pense qu'on a la chance d'avoir un système en France et des autorités qui fonctionnent bien, et ça c'est un constat qu'il faut faire. Je ne pense pas que, historiquement, les opérations de marché n'aient pas été réalisées à cause de vraies problématiques juridiques. Je pense que les points qui ont été soulevés, notamment par François sur le côté ICM, sont les points fondamentaux. Le droit ne fait pas le marché. En revanche, le droit peut faciliter les choses. Et encore une fois, si on a un environnement qui est très favorable et une AMF qui je crois, est plutôt aidante sur nos opérations. On critique beaucoup la place de Paris. On l'a critiqué beaucoup, de moins en moins, je crois. On l'a critiqué beaucoup. Il faut regarder un petit peu à l'étranger, en Europe ou en Angleterre. C'est loin d'être... ces autorités et ces marchés sont difficiles. Donc je pense qu'on a en réalité beaucoup de chance. Cela dit, il faut continuer à améliorer notre environnement. Et je crois que le leitmotiv qu'il faut mettre en avant, c'est la souplesse, à plein d'égards. Quand on travaille sur des opérations de marché, on parle régulièrement de fenêtres de marché. Très bien. Ces fenêtres de l'environnement qui a été rappelé par le précédent panel et encore celui-ci, ce ne sont plus des fenêtres, ce sont souvent des meurtrières. Donc il faut un environnement réglementaire qui va nous permettre d'aller vite avec le moins de contraintes possibles. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais vous avez tous entendu parler, bien sûr, de Listing Act. Est-ce que ce texte va faire évoluer les choses dans les prochaines années? Oui, peut-être, mais marginalement, je dirais. Et puis, c'est une réforme qui entrera en vigueur dans quelques temps. Donc, de toute façon, ce n'est ni de 2023, ni de 2024. Donc, malheureusement, il faudra attendre un petit peu. Donc, Listing Act contient des choses qui sont tout à fait intéressantes. Et d'autres qui sont peut-être un petit peu plus critiquables. Je crois que le leitmotiv de la souplesse est l'élément clé. Réduire une offre de 6 jours à 3 jours, c'est une bonne chose dans les marchés volatiles. Donc ça, c'est une mesure qui est tout à fait favorable. Simplifier le contenu d'un prospectus, on a des émetteurs, on a vu tout à l'heure, qui sont de tailles très très différentes, c'est une bonne chose. Apporter des contraintes supplémentaires, je ne suis pas certain que ça fera avancer énormément les choses. On nous parle par exemple d'un prospectus limité à 300 pages. Peut-être, je ne crois pas encore une fois qu'un prospectus, la taille d'un prospectus ait eu un vrai impact sur le succès ou l'échec d'une opération. En revanche, recommander une taille raisonnable et minimum certainement, mais il y a des opérations qui ont besoin, qui sont complexes, qu'il faut expliquer au marché. Donc, ce type de mesure, par exemple, est assez discutable. Un point fort de cette réforme, pour faciliter les opérations, c'est ne plus avoir à faire de prospectus pour des opérations qui représentent jusqu'à 40% du capital des sociétés cotées pour le marché secondaire, les opérations sur le marché moderne, une fois la société cotée. Le seuil actuel était de 20%, donc on va doubler. Très bien. Je pense que, là encore, pour des opérations de taille significative en montant, ce ne sera pas si simple. Il y aura beaucoup de débats sur, vous savez, dans ces opérations de taille importante, on a une opération sur le marché français le plus souvent et une opération sur le marché international.
avec un prospectus international qui n'est non réglementé, qui ont le document qui va présenter l'opération aux investisseurs. Eh bien, ces gens attendent de l'information et avoir un document international non réglementé et pas de document en France soulèvera beaucoup de questions. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces éléments de réforme sont intéressants. Il ne faut surtout pas que ce soit une obligation, il faut que ce soit une simple possibilité et que les gens puissent ensuite, les opérateurs de marché, les intervenants de marché, les banquiers, les conseils financiers, les avocats, les comptables, soient en mesure de décider ce qui est le plus opportun pour une opération. La contrainte est l'ennemi, je crois, des marchés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réguler et contrôler. Ça, certainement pas. Mais il faut laisser le plus de souplesse possible dans un environnement qui est devenu extrêmement volatile. Vous avez tous entendu parler des actions à droite de vote multiple, qui est un des autres aspects assez intéressants de ce projet de réforme. Oui, certainement. Ça n'existe pas en France pour les sociétés cotées. Ça existe sur beaucoup d'autres places financières. Il n'y a aucune raison que la place de Paris n'ait pas la même souplesse que les autres places financières. On a besoin d'avoir une place qui continue à développer son attractivité. Et je pense qu'il est primordial d'aller dans cette direction. Alors, c'est d'un côté favorable aux fondateurs de certaines entreprises pour leur permettre d'assurer pendant un certain temps un contrôle de l'entreprise, ça a une valeur vis-à-vis des investisseurs. Et puis à l'inverse, vous avez des contraintes de gouvernance où on souhaite donner le plus de visibilité possible aux autres actionnaires. Donc il y a un équilibre à trouver qui sera très difficile à trouver. Je pense que là, il ne faut pas se leurrer, ça concerne en réalité un nombre très limité de sociétés. Donc c'est nécessaire, mais ce n'est pas quelque chose qui va transformer le marché. Donc le juriste que je suis est un peu frustré, mais je pense qu'il est très important de travailler sur ces réformes pour que la place de Paris soit la plus performante possible. Et il faut également, de manière générale, la place de Paris soit à l'affût de tout ce qui se passe sur les autres places pour rester extrêmement compétitive. Je rajoutais deux petites remarques qui me tiennent à cœur, j'ai déjà eu l'occasion de développer dans d'autres forums. Deux petits points techniques, mais qui sont tout sauf neutres dans nos opérations de marché. Je pense qu'il est dommage que l'on ait encore en France une obligation de faire une offre publique dans le cadre des introductions en bourse sur le marché français. C'est une particularité française. On ne décrète pas une offre au public. Une offre publique, là encore, elle se fait s'il y a un intérêt pour le faire. Donc je pense qu'il faut favoriser les offres retail, pour utiliser un anglicisme, le plus possible, par différents moyens, mais ne pas les imposer. Ça permettra certainement de simplifier nos opérations. Il y a d'autres marchés, typiquement les marchés nordiques, où il y a la quasi-totalité des opérations se font avec des offres publiques, parce qu'il y a un écosystème qui encourage ceci, mais qui ne l'impose pas. Donc je pense qu'on a intérêt à revisiter ce point-là. Et dernier point, sur le marché secondaire, vous savez que sur les sociétés cotées, sur le marché réglementé, il y a des contraintes sur les prix minimums, les décotes maximales. Très bien, c'est rassurant d'un certain peu, c'est un texte qui remonte à très très longtemps. Je pense que c'est rassurant d'une certaine façon, mais ce n'est pas la vraie vie. Beaucoup de sociétés de petite taille ont parfois besoin de décotes importantes pour faire des opérations. Et ce n'est pas la souplesse qui a été accordée ces dernières années qui est suffisante. Là encore, je pense que, c'est un peu mon credo, hein, mais je pense que les conseils d'administration doivent avoir une latitude pour, dans certains cas, pouvoir faire ces opérations, et ceci rapidement, pas attendre la validation nécessaire d'une assemblée générale spécifique pour une opération dans un contexte difficile. Non, faire confiance au board pour prendre les bonnes décisions, surtout pour ces sociétés de petite taille, qui ont parfois d'énormes difficultés à lever des fonds. Voilà, le droit ne fera pas tout, mais il aidera. Super, merci beaucoup. Alors on va plonger tout de suite parce qu'on est très en retard. La question de valorisation lors des IPO, passage obligé. Alors il y a un défi, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été abordés par tout un tas de rapports et d'initiatives. Delphine, comment relever le défi de la valo lors des IPO? C'est un sujet à tiroir, mais... Alors, ouais, je vais essayer de pas... J'ai plein de choses à dire. La valo... alors, Euronext donne le lieu. Le marché fixe la valo. Et il y a un certain nombre de parties prenantes qui se parlent dans des conditions qui sont définies, hein, qui nécessitent à différents moments le respect de règles de conformité et qui vont aider à fixer la valo. Alors, le grand maestro...
c'est François et les banques qui gèrent ça, donc je vais pas. Nous, on a un intérêt, un vested interest, au fait que ça se fonctionne bien, mais de ce point de vue-là, il y a plein de. Ce que la charte des bonnes pratiques en matière d'IPO a défini, c'est de dire des principes de bon sens, en fait, et ce qui est intéressant, mais qui, quand on les écrit, permettent de fixer un peu des débats intéressants et comprendre pourquoi est-ce que ce qui est un élément de bon sens n'est pas forcément complètement évident, et qui sont les acteurs qui doivent bien s'assurer qu'on va dans le bon sens. Donc ce qui est très intéressant dans cette charte, c'est qu'elle est équilibrée entre guillemets des engagements de la sphère émetteur et de ses conseils sur le thème je suis préparé, je suis clair, j'ai une écoute historique, je vais tenir mes engagements, etc. Et je vais être attentif à ce que la valorisation soit le démarrage d'une histoire qui favorise un succès le jour J, qui n'est pas forcément... Alors on a tous en tête des cas comme Facebook, c'est très mal passé le jour 1 et ensuite ça s'est bien rétabli, c'est moins qu'on puisse dire. Mais enfin, c'est quand même mieux quand ça démarre bien. Donc c'est bien. Sinon, après, on va avoir une période, un petit peu comme les sites que tu décrivais, dans laquelle il va reconvaincre, etc. Les gérants là-dessus, les gérants sont très marqués par cette historique-là. Mais alors, c'est là qu'on partira dans l'autre partie des engagements qui peuvent être pris. Bien sûr, mais tout dépend aussi de comment est-ce qu'on a eu une interaction. Donc, je reviens, je reste dans mon fil. Il faut que cette phase se passe bien et qu'on pense à la fois au jour J, qui veut bien se passer. Alors, c'est un peu de la magie, hein, le book building. Les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. Enfin, il y a un talent et un peu de chance. Et après, il y a surtout, je suis là, je suis rentré pour la durée. Et une entreprise familiale, on avait un système de cotation classique, une entreprise familiale, dans lequel les investisseurs, la famille qui avait porté un développement, disaient finalement maintenant je vais en bourse, et était là pour une très longue durée. Et donc il y avait un alignement complet, naturel et spontané, dans le fait que ça devait finalement c'était pas très grave de donner un peu une vraie décote à l'IPO et de générer de l'alpha, comme on va dire, assez spontanément. Quand on a des entreprises avec du capital equity, on risque d'avoir des désalignements de durée et une tendance qu'on a parfois un petit peu encouragée, il faut bien le dire, avec toute une mythologie que décrivait un petit peu François tout à l'heure, de l'entreprise à licorne, etc. On a cranté publiquement des valorisations qui ne sont pas celles d'un marché public et qui sont un peu inflatées. Et en ayant fait ça, on prend le risque de décevoir. Et on prend le risque de décevoir, de dire ah finalement, là, on est un peu dans la grande presse, hein, et ça commence mal. Voilà. Donc il y a cette partie-là, mais il y a aussi l'autre partie qui est très importante, qui est que les investisseurs, qui effectivement sont très marqués, etc., encore faut-il qu'ils soient là, qu'ils parlent, qu'ils s'expriment et qu'ils aient vu l'entreprise. Donc dans la charte, il y a un petit peu la notion du succès de l'IPO en tant que tel, mais il y a surtout, je pense, des initiatives et qui sont multiples et qui se fédèrent, et c'est là qu'on est très bien positionné en France, je pense, pour réussir le nouveau cycle. C'est qu'on a énormément d'initiatives pour favoriser un dialogue très en amont. Une structuration de ce secteur des investisseurs en bourse et des fonds actions. Honnêtement, on l'a vu tout à l'heure, il y a une décollecte, donc je pense qu'on n'est pas loin, entre guillemets, d'une certaine faille de marché. Or, on a du mal à l'identifier. Parce que les marchés boursiers étant très gros, très puissants, très profonds, le CAC 40 étant là où il est, c'est difficile d'expliquer publiquement qu'en fait, quand on regarde de manière plus fine sur les segments qui sont les concernés, on a une problématique de déficit de collecte et de biais domestiques défavorables parce qu'on sait très bien qu'on a moins d'investissement en actions, moins de présence du retail, plus que dans d'autres pays, mais moins qu'aux États-Unis. Et donc il faut corriger tout ça. Donc ça, c'est l'ensemble des initiatives. Après, j'ai plein de choses à dire si j'ai une chance sur les aspects juridiques, parce qu'on a ensuite un deuxième question. Prenez votre chance. Voilà, je prends ma chance. On a une tension toujours en France, qui est assez classique, qui est, on sait que la seule chose qui va marcher, c'est d'avoir des opérations de qualité. Les opérations de qualité, elles vont toujours réussir, un peu dans tous les marchés, peut-être pas même à quelques jours près, mais donc ça, c'est ce qu'il nous faut. Maintenant, comment est-ce que ces opérations de qualité, on les a? Est-ce qu'on les a en crantant notre droit, qui va de manière étroite définir ce qui est une opération de qualité, exclure tout le reste, et en l'ayant défini de manière si précise, peut-être pas mal vitrifier le marché et envoyer vers d'autres qui veulent, parce qu'il y a ces fenêtres, etc., veulent la souplesse. Et est-ce qu'on ne doit pas davantage travailler sur des règles du type de notre charte, etc., qui vont définir l'opération, donner davantage d'espace et de chance au marché? Les gens sont intelligents, ils punissent les mauvaises opérations, plutôt que se dire il faut qu'on ait tout cranté dans notre droit de manière très étroite, un peu à la française. Et ça, c'est difficile pour nous Français,
de sortir de cette idée qu'on a une sorte d'ordre public qui dit c'est bien, c'est mal. Et Alors- on voit après, effectivement, qu'on dit, quand on enlève le prospectus, peut-être que j'en aurais quand même besoin, parce que c'est un facteur de crédibilité. Alors, Mais c'est pas tout à fait le même esprit. Voilà. Là, j'arrête, c'est promis. merci. Donc sur la mécanique, IPO, Valo, on a donc des efforts. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que chacun fait sa part, comme on dit? Est-ce que ça s'assemble correctement? Est-ce qu'il y a des anomalies? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, François? Alors, je pense qu'on pourrait passer la journée, donc je vais Bien essayer sûr. d'être très précis et rapide. Peut-être aussi, j'avais oublié la petite introduction de publicité, mais chez Rothschild, je m'occupe effectivement de la préparation et de l'accompagnement des sociétés pour notamment des opérations de marché de capitaux et d'IPO. Et donc, cette problématique de préparation, elle est majeure. Alors, les valorisations, elles ont été très critiquées. Enfin, je veux dire, il faut aussi un peu se réveiller et il faut se rendre compte qu'on est quand même passé d'un cycle de taux négatif à un cycle d'expansion de taux extrêmement rapide. Donc ça a un impact, c'est quand même de base, sur les valorisations des marchés actions qui est évidemment drastique, comme ça l'a eu d'ailleurs sur le marché obligataire. Donc c'est tout simplement logique qu'à un moment où on change de cycle, on ait un changement, évidemment, un impact sur les valorisations. La deuxième chose, c'est que n'oubliez pas, et on l'avait connu en 2000, que quand on a une bulle, ou en tout cas quand on a une très forte phase d'expansion des introductions en bourse, et notamment dans des secteurs innovants, comme la tech, le marché, en fait, par un appétit très fort, va avoir tendance à mettre une prime de risque faible sur des sociétés qui ont encore un facteur de risque. Et donc, les réveils, quand ils sont brutaux, c'est pour ça que je parlais de crack tout à l'heure, c'est quand vous appliquez une prime de risque revisitée sur des sociétés que vous ne regardiez pas de la même façon il y a 6 mois. Il y a 6 mois, on regardait, encore une fois, de façon très positive, les sociétés qui font des pertes. Aujourd'hui, elles n'ont plus accès au marché. Donc, c'est des changements drastiques, mais qui sont liés et explicables, notamment par l'environnement des taux d'intérêt et l'environnement de l'appréciation des risques. Donc, aujourd'hui, pour la faire très simple sur la valorisation, c'est compliqué une valorisation dans le cadre d'une IPO parce qu'on doit faire se rencontrer dans un processus dit de book building des acheteurs et des vendeurs, donc une société qui va vendre des titres, et des acheteurs institutionnels sur une société qu'ils ne connaissent pas. Donc en fait, il y a une prise de risque. Dans un laps de temps. Dans un laps de temps extrêmement limité. Donc je pense que la meilleure façon de voir les choses, c'est de dire qu'il y a 2 enjeux clés de communication et de préparation. Le premier enjeu pour la société qui vient en bourse, c'est de se présenter de façon suffisamment claire et suffisamment en amont pour permettre au marché et aux analystes financiers de déterminer quelle est ce qu'on appelle la fair value, donc une valorisation objective, avec suffisamment d'éléments de pédagogie sur ce qu'ils font, leur secteur, leur position, leur dynamique, pour que le marché puisse se dire en théorie, voilà quel type de valorisation j'ai envie de mettre. Cette valorisation, elle correspond à un contexte historique du moment où on le fait, et si le contexte historique change, une opération dont le marché secondaire a été difficile depuis 1 an, il faut aussi le relativiser par rapport à ce qui s'est passé sur les indices et sur les taux d'intérêt. Et donc ça, c'est le travail de la société. Et après, il y a l'écosystème. L'écosystème, c'est les banques, les investisseurs, les analystes, qui doivent, eux, challenger ce business model et surtout le positionner. Et donc le positionner, ça introduit un élément relatif, qui veut dire vous faites rentrer une société de software dans le marché, elle vaut combien doit-elle valoir dans une construction de portefeuille plus large, et donc dans la comparaison de cette société avec ce qu'on appelle un benchmark, donc un échantillon de valeur qui est déjà coté, qui a déjà une publication de résultats, qui a déjà dérisqué en partie sa cotation. Et donc le marché va essayer de se positionner entre cet environnement de benchmark et cet environnement de fair value. Et ça permet de faire ce qu'on appelle une décote d'IPO, c'est-à-dire de créer un incentive pour les investisseurs pour acheter cet actif, mais sur la base d'une information très documentée. Donc ça part du prospectus, ça part de la communication vis-à-vis des analyses du syndicat bancaire dont Florence a pu parler tout à l'heure, qui, eux, vont marketer votre equity story auprès des investisseurs institutionnels. Et ça passe surtout par de nombreux meetings suffisamment en amont avec des investisseurs qui peuvent se familiariser. Et ne nous trompons pas, même dans le marché précédent et encore plus dans le marché actuel, on est ce qu'on appelle dans un marché d'acheteurs. C'est-à-dire que quelles que soient les valorisations qu'ont en tête les entrepreneurs ou leurs fonds de private equity, à la fin, le prix sera le prix qui sera donné par les investisseurs qui sont les acheteurs du marché de l'IPO. Mais ce qu'il faut, c'est éduquer tout le monde pour trouver le point d'équilibre. Un prix d'équilibre dans une IPO, c'est une science, mais c'est aussi un peu un art, et ça dépend d'un nombre de facteurs considérables. Donc c'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas d'approche mécanique. Donc je souscris pour finir à la problématique de charte que nous avons d'ailleurs encouragée, mais
la best practice, elle n'est pas spécialement juridique, elle n'est pas spécialement enfermée dans une charte. Ça veut dire qu'il faut bosser en amont, se préparer, voir des investisseurs, voir des analystes, avoir une histoire claire et qui soit valorisable. Et c'est là où les marchés européens et le marché français manquent un peu de maturité, parce qu'on a un tissu d'investisseurs ciblés qui a fait un certain nombre d'IPO, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis, moins qu'en Angleterre. Mais, je ne vais pas revenir sur les statistiques ou les chiffres, mais fondamentalement sur les IPO significatives, c'est-à-dire celles qui permettent d'entretenir un vrai marché de capitaux, on a encore des progrès à faire, on a encore beaucoup à travailler chez les institutionnels, chez les analystes et chez les vendeurs d'actions. Et chez les corporates. Oui, quand je dis vendeurs, c'était les corporates. Alors Cécile, sur ce point-là, les valorisations, l'IPO... Je ne veux pas rajouter de complexité, de confusion à tout ce débat très passionnant, mais juste un peu pour appuyer le fait que dans les marchés dits privés, en fait, il y a un grand paradoxe qui est qu'on fonctionne beaucoup en fair market value, en fait, mais alors quelle est cette fair market value ? Et c'est là où c'est en fait un peu absurde. Ce qui se passe, c'est que finalement, dans la base des valorisations, on s'appuie beaucoup sur des comparables, donc des comparables dits boursiers, des comparables de transactions, des comparables d'IPO, et donc en fait tout est un peu circulaire et complètement imbriqué, et ça met beaucoup de complexité, et, avec en plus un pan de marché dans les marchés privés qui est en train d'exploser, qui est tout le marché dit secondaire. Donc il y a aujourd'hui de plus en plus de sophistication sur ce marché et des fonds dédiés secondaires pour des investisseurs, des LP qui cherchent à sortir, ou des sociétés de gestion qui ont en fin de vie de leur fonds besoin de retrouver, de donner de la liquidité. Et donc aujourd'hui, il y a une sorte de disconnect entre le fait que les fair market values sont dans tous les prospectus des fonds assez établis, il y a des règles et des normes, etc. Et en même temps, chaque trimestre en général, donc ces fonds de private equity, les fonds de private debt publient leur NAV, leur actif net. Et finalement, le marché secondaire, en fait, surtout en ce moment, achète avec une décote qui est entre 10 à 30% selon la qualité. Alors oui, il y a un phénomène de qualité, mais de façon globalisée. Pourquoi on aurait des fair market value avec des fonds secondaires qui viennent faire des offres à moins 20% sur des actifs dont les NAV ont été estampillés, ont été revus par tous les process, donc je peux pas mettre de plus de confusion, mais c'est vrai que c'est vous prenez, c'est le cœur du sujet. D'ailleurs, vous regardez même dans le marché coté, prenez des foncières cotées, les valeurs d'experts sur les actifs immobiliers sont à des niveaux d'experts, et les valorisations boursières sont des cotes de 40-50%, ces valeurs dites d'experts. Donc dans le jargon anglo-saxon, on parle d'un mark-to-model versus un mark-to-market. Et aujourd'hui, le problème du marché de l'IPO, comme le problème du marché coté en général, c'est un manque de fluidité et un manque de rencontre en fait entre des valeurs d'experts et des valeurs dites de marché. Alors est-ce que le marché à un moment regarde les experts, ou est-ce qu'à un moment le marché regarde autre chose? Et donc on est dans cette phase d'incertitude où les caractéristiques de l'expertise sont en train de changer du tout au tout sous la puissance et la brutalité de la hausse des taux d'intérêt. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on n'est pas encore stabilisé. Et c'est le gros travail, en fait, pour réamorcer une dynamique positive, c'est de stabiliser un consensus entre des valeurs privées et des valeurs publiques. Merci. Et juste pour rajouter, parce que ça participe à tout l'équilibre de la valorisation, pour revenir à la partie dette, en fait, c'est parce qu'il y a un niveau de dette au départ qui peut être déterminé, qui ensuite va être le socle sur lequel s'appuie et sur lequel on va rajouter dans les opérations dites de LBO, les opérations d'acquisition, où on a donc ces deux parties entre la dette et la partie equity, et donc selon la variation sur la partie dette, ça fait un peu la courte échelle pour donner la valorisation. Et donc je rejoins effectivement François sur la thématique que les taux d'intérêt étant aujourd'hui positifs, ça emporte un grand changement de dynamique de marché, parce qu'on est aujourd'hui dans bien sûr, moment de marché où le poids des frais financiers est
calé, calibré par les taux d'intérêt, et on ne peut pas avoir des leviers qui ne font que monter au ciel, comme ça a pu être le cas du cycle précédent, où on avait, en fait, grâce à un effet de levier qui était en train de s'accélérer et d'augmenter sans fin, des valorisations aussi qui étaient portées à la hausse. Et peut-être juste, je m'incruste, dans ces périodes-là, les éléments structurels, des types quelle capacité de levée auprès des épargnants domestiques ou européens, et quelle structuration du bassin d'investisseurs sont encore plus importants. On a vu, lors du crack, comme tu le disais, les premiers qui partent comme toujours, ça va être les fonds américains, à la fois de côté privé et côté public. Et c'est un biais domestique classique, je connais moins, je me retire, quand est-ce qu'ils vont revenir? Et donc plus on est un petit peu mal chaussé chez soi, plus on est en risque que ces phénomènes de latence, de boom and bust d'une part et de latence pour revenir, soient forts. Donc je pense qu'on a énormément de travail à faire pour structurer notre base d'investisseurs, renforcer les acteurs stock pickers. On a un autre phénomène structurel qui se produit, qui est le développement progressif et constant de la gestion indicielle, la gestion passive, qui explique aussi en partie un impact sur le comportement différencié des large cap et des small et mid cap. Et tout ça, une chance qu'on a à Paris, je pense, c'est qu'on a des lieux de place et de discussion qui sont des stimuli. Alors voilà, ça fait la transition avec la partie suivante qui est à l'image de ce qu'on a évoqué un peu plus tôt sur la mécanique de l'IPO et la manière dont la place peut travailler et réfléchir. On a différentes initiatives, Fonds Tipeee, Club Cornerstone, BPI, Euronext Tech Leaders, qui rassemblent différentes parties prenantes. Donc là-dessus, Delphine, si vous voulez bien nous donner un petit peu votre opinion sur la manière dont on peut amplifier. Je crois que c'était une mesure de... Ça pourrait, mais non. Et donc voilà, donc on a un momentum. Non, pardon, j'ai en partie défloré ce sujet. Effectivement, pour favoriser cette phase amont, il faut que les acteurs se connaissent et se parlent plus tôt et que chacun se structure. Donc il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en cours. Euronext a positionné un segment européen qui s'appelle Euronext Tech Leader pour donner de la désirabilité, de la visibilité, de l'accompagnement à des entreprises dans le secteur de la tech qui sont parfois un peu oubliées du soft power, de mise en évidence de ces histoires. Or, on sait que sur des créneaux sur lesquels il y a un petit peu moins d'analyse financière, il faut mettre en évidence ce qu'on appelle en anglais le news flow. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et on a lancé ça en 2022 avec aujourd'hui 113 entreprises qui sont cotées sur ce segment et qui se comportent de manière tout à fait corrélée au Nasdaq, au Nasdaq 100. Et qu'on accompagne comme en visibilité avec un certain nombre de partenaires qui sont tous dans la salle. À partir de là, autour de cette initiative et en résonance, il y a un certain nombre de positionnements, de structuration de la base investisseur, tels que les initiatives de la Caisse des dépôts pour créer un fonds qui s'appelle Tech Premium et qui est destiné à investir dans les IPO et les opérations secondaires. Et plus généralement, j'ai cité la charte tout à l'heure, mais vraiment faire en sorte que les acteurs, les stock pickers de taille petite et moyenne, qui eux sont nativement capables d'investir, enfin c'est leur métier d'investir dans les IPO, du secondaire, ils sont très agiles, ils ont le bon esprit tech, mais ils sont parfois un peu petits. Donc récemment il y a eu, ça c'est pas à nous de l'organiser, hein, mais la financière de l'échiquier a rejoint BP Asset Management et ça va donner un acteur plus gros. Et puis les gros acteurs, il y a Mundi, les AXA, les BNP Asset Management, etc., ont un peu plus de force, ils ont naturellement plus de force de frappe, mais ils n'ont pas forcément ce réflexe ou cette culture qu'ont les asset managers anglo-saxons. Et on a eu un certain nombre de pas dans la direction d'être un peu plus stratégique et plus actif, avec Amundi qui a créé un desk ECM, et dans la charte, on positionne, parce que la charte, elle ne met pas des critères juridiques, en fait, elle dit vraiment, il faut se voir plus tôt, il faut se structurer. Parce que l'IPO est un moment court, sur des meurtrières, on l'a dit, et puis des fenêtres, donc il faut être prêt, et pour ça, il faut avoir parlé en amont, mais pour ça, ça veut dire que, lorsqu'une IPO vient, vous n'ayez pas à faire les gérants un par un en toquant à la porte, et je te rappelle demain, et demain, c'est terminé. Alors voilà, ce que disait François juste avant, donc créer les conditions d'interaction supplémentaires, etc., donc ces initiatives vont dans ce sens, favorisent tout ça, pour vous, ça on va dire, ça complète bien le dispositif ou les éléments qui pourraient manquer? Oui, moi
Je pense qu'effectivement, comme on l'a signalé, l'IPO n'est pas un process mécanique. Il ne s'agit pas de dire en l'espace de 15 jours, qui est la phase finale de l'exécution, qu'on cristallise quelque chose qui a dû être vraiment anticipé et préparé très en amont. C'est l'objectif de la charte, c'est l'objectif de l'ensemble des intervenants, c'est de sortir de la fenêtre très étroite. Philippe soulignait le point également. Les fenêtres de marché sont difficiles parce qu'il y a de la volatilité, il y a un environnement qui est très mouvant. Mais donc c'est pour ça qu'au moment où on ouvre un book, où on organise en fait la demande, au moment où on va fixer une fourchette de prix, ça doit être le résultat d'un travail qui a été commencé des mois et des mois en amont et qui, encore une fois, repose sur une interaction très solide, très fondamentale entre le management de la société qui veut ce côté et les investisseurs, qu'ils soient Cornerstone, Alincore, traditionnels, peu importe quelles sont les différentes catégories d'investisseurs, et qui est permis de créer une demande fondamentale et une expression du prix réaliste dans le contexte du moment. Mais c'est un point clé. Merci. Philippe, peut-être un mot là-dessus, sur la capacité de la place à se coordonner. Alors très brièvement, parce que vous avez déjà dit tous beaucoup de choses, je pense que c'est des initiatives qui sont excellentes. On a besoin d'avoir ce genre de... D'ailleurs, on les pense même au niveau européen maintenant, donc ça prouve qu'il doit y avoir un fond de vérité. L'écosystème dont parlait Bruno Bezard lors du tour de table précédent est essentiel. Donc ces investisseurs qui sont capables de faire, d'aider en fait, et de contribuer au relais entre le privé et le public, c'est absolument important. Je pense qu'il faut tout faire pour ne pas être trop en concurrence entre le capital investissement et les marchés. Il faut au contraire qu'il y ait ces passerelles pour favoriser les opérations. Je crois que tout le monde y gagnera. Et dernière chose, je pense que la préparation dont parlait François est absolument essentielle. Donc là encore, les initiatives de Renex sont importantes. Former les gens, leur expliquer le chemin d'une introduction en bourse, se faire entourer pour anticiper les choses, je crois que c'est fondamental. Et dernière petite chose également qui est importante, quand on est coté, on communique. Je crois que les sociétés cotées ont des situations assez variables. Il y a des très grandes sociétés qui ont une très grande habitude de ces problématiques de communication financière. Pour les plus petites, c'est toujours plus délicat. Je pense qu'elles vont devoir mettre de plus en plus l'accent sur ces sujets à l'avenir. Je repense à la réforme prospectus. Si on fait de moins en moins de prospectus, l'information financière de nos marchés devrait être de très grande qualité, plus profonde, pour justement que les investisseurs soient rassurés quand on va les voir, même sans prospectus, pourquoi pas. Mais ça sera un angle clé, un investissement important pour ces sociétés. Quand elles sont petites, c'est parfois très lourd. Mais ce sera très important pour la suite. Voilà, il faut bien avoir ces éléments en tête. C'est une question aussi de maturité du marché, de maturité des investisseurs ils sont souvent très mûrs, mais avoir des investisseurs bien éduqués sur ce qu'est une introduction en bourse, je pense aidera. Et puis les sociétés ont besoin d'aller de l'avant et de se faire... de s'habituer à ce contexte très particulier qui est... Alors je continue là-dessus. Est-ce qu'elles ont besoin d'être accompagnées? Si oui, par qui? Est-ce qu'elles sont loin? Ben oui. Non, je resterai discret, mais je pense que c'est important. Vous savez, quand on fait ces opérations d'introduction en bourse, on retrouve un petit peu toujours le même type d'acteurs. Il y a des conseils financiers, il y a des banques qui vont participer au placement, il y a des conseils en communication financière, il y a des commissaires aux comptes, il y a un travail lourd, il y a de temps en temps des avocats. Mais c'est toute cette musique, cet orchestre en fait, qui doit être coordonné pour une opération d'introduction en bourse, qui finalement se passe sur un calendrier qui est assez réduit, comme tu le disais, François, mais qui s'anticipe beaucoup. Donc ça veut dire qu'on a trop fait des opérations dans le passé où, je pense, on allait vite, parce que un petit peu des phénomènes de mode. On dit parfois que le marché se un peu moutonnier, mais quand on voit une ou deux opérations bien fonctionner, ça suscite plein de vocations. Alors, on aide aussi à ces vocations, mais ça suscite beaucoup de vocations. Donc on y va très vite, on y va souvent un peu trop vite, et c'est en réalité, on a eu beaucoup de déceptions sur les marchés ces dernières années, énormément. Ça n'a pas aidé. Donc il faut tout faire pour que les marchés entraînent le moins de déceptions possible. Ça passe par la préparation, ça passe par des investisseurs qui comprennent également.
pour qu'on ait, in fine, plus d'opérations et qu'on crée ce cercle vertueux. Il ne sera jamais complètement vertueux. Des crises financières, je vois Florence Souris, on en a connu au cours des 30 dernières années un certain nombre. Les marchés s'en sont toujours à peu près remis. Alors, ça n'a jamais été... Pardon. Enfin, juste un petit point, parce qu'effectivement, quand vous préparez une IPO, vous êtes entouré de toute une série de conseils, etc. Mais moi, je ferai 2 points. Premièrement, la première recommandation que l'on fait à un management de société qui va se coter, c'est que le CFO doit s'entourer d'un investor relation très en amont, avant la cotation, pour qu'ils comprennent clairement de quoi on parle et comment va se construire le dialogue avec les investisseurs. Et l'IPO, c'est une journée dans la vie de la société. Ce qui compte, c'est après l'IPO. Et donc, dans la vie du marché secondaire, c'est à la vie post-IPO. Vous avez des séquences de publication de résultats. Il ne faut pas rater les guidances, il ne faut pas rater les résultats. Il faut entretenir un dialogue absolument constant avec les investisseurs. Beaucoup de sociétés, d'ailleurs, se plaignent d'un manque de liquidité qui est lié aussi, en fait, à un manque de réactivité des investisseurs qui, eux-mêmes, finalement, perdent de l'intérêt post-IPO parce qu'ils disent finalement il n'y a pas de volume, etc. La recherche des banques, en fait, elle va être sélective. Il y a certainement qui vont continuer à suivre la société, d'autres non. Il y a un rapport au marché qu'il faut construire, il faut entretenir, surtout le point de l'entretenir. C'est une pédagogie permanente en fait, de la société vis-à-vis des investisseurs et des analystes, qui est un travail qui repose de plus en plus sur les épaules du management de la société qui rentre en bourse. Et ça, j'insiste lourdement sur le fait que l'IPO, c'est juste le premier jour. Avant, il y a quelques mois très intenses de préparation, mais après, on est un peu tout seul. Il faut vraiment investir là-dedans. Merci. On n'échappe pas. Juste pour mettre en avant qu'il y a une grande révolution aussi qui est en train d'arriver, et qui est que les marchés privés, en quelque sorte, suscitent un engouement croissant auprès des investisseurs dits individuels, retail, et donc il y a une lame de fond qui est en train de déferler, où il y a en fait de plus en plus de grands asset managers qui ont organisé des canaux pour aller en fait capter l'épargne plus en direct et plus passer par les intermédiations des fonds, des grands institutionnels qui finalement permettaient de façon trop indirecte à des investisseurs privés d'avoir accès à ces marchés de private equity, private debt. Donc aujourd'hui, si vous êtes détenteur d'une assurance vie, vous avez beaucoup d'offres qui vous permettent d'aller flécher directement votre épargne sur ces sujets-là. Parfait, merci. On fait signe que c'est l'heure. Donc merci à vous pour cette deuxième table ronde.